Donc maintenant, on va aller dans la deuxième partie, qui est la partie WordPress. Alors, la partie WordPress, si vous voulez, ce que je voudrais dire là, par rapport à ça, c'est que dans les livrables de veille que nous envoyons à nos destinataires, le livrable traditionnel, mais qui, je pense, est un peu daté quand même, quoi qu'on en dise, c'est la newsletter. C'est vrai que la newsletter, je pense que pour nos utilisateurs, c'est quelque chose d'un peu pénible. Parce qu'en fait, si vous êtes abonné à 10, 15 newsletters, il y a un côté un peu intrusif, en fait, surtout que parfois on envoie des newsletters qui sont assez longues. Moi, j'avoue que très rapidement, les newsletters, en fait, je ne les lis plus. Et j'ai même tendance d'ailleurs à utiliser un robot, un crawler, en fait, pour se connecter à ma messagerie et convertir ces newsletters en flux RSS pour pouvoir les surveiller en tant qu'article. Et donc, en fait, ce que je voudrais vous dire à ce moment de l'exposé, en fait, c'est que il faut désormais, je pense, éviter ces silos informationnels que sont les newsletters. Parce que ces newsletters empêchent tout partage et toute collaboration entre les veilleurs. On est vraiment dans quelque chose en silo. C'est chacun envoie à l'aveugle les contenus sans prendre en compte ce que d'autres veilleurs dans d'autres services éventuels vont faire. Et il y a plein de choses qu'on peut partager et on peut travailler de manière beaucoup plus collaborative. Et c'est vrai que pour des professionnels de l'information que nous sommes, nous devons absolument développer une culture beaucoup plus collaborative dans la gestion et dans la gouvernance de l'information de manière générale. Donc, ce que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que aussi pour nos usagers, il est indispensable aujourd'hui d'envoyer les contenus sur du web, en fait, pas par mail. Parce que le mail, c'est pas toujours accessible en mobilité. Une plateforme WordPress, par exemple, c'est tout à fait compatible avec un smartphone. Et je pense que nos usagers, c'est dans les transports, notamment, ou en tout cas en mobilité, qui vont consulter la veille. Ils n'auront parfois pas le temps de le faire à leur bureau. Et puis encore un dernier point aussi, sur lequel je pense qu'il faut vraiment insister, c'est que si on envoie des newsletters par email et que on n'a pas accès à des statistiques satisfaisantes pour voir ce qui est fait de nos veilles, c'est vraiment comme si on envoyait des bouteilles à la mer. Et envoyer des bouteilles à la mer, c'est souvent l'acte de désespérer, en fait. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait de la bouteille. Elle va peut-être se fracasser sur un rocher. D'ailleurs, c'est assez probable. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple d'une anecdote. Hein, et ça, c'est vraiment du vécu. Il y avait comme ça des clients, entre guillemets, à qui on demandait, sous forme d'enquête, parce que comme on n'avait pas de statistiques, on avait quand même des enquêtes, on leur demandait: «Est-ce que vous avez toujours besoin de cette veille sur l'agroécologie? Est-ce que c'est toujours bien utile?» Et les chercheurs, parce que moi je travaillais dans la recherche scientifique à l'époque, ils disaient: «Oui, oui, c'est super, continuez, c'est très, très utile». Sauf qu'en fait, quand on est passé à des plateformes. Alors là, en l'occurrence, on utilisait encore une autre plateforme que Cabicrawl, c'était Digimind. Eh bien, on avait des statistiques de consultation des contenus. Et on se rendait compte qu'en fait, tout ce travail qu'on fournissait sur cette thématique-là, ben, en fait, elle n'était pas du tout consultée. Donc, vous voyez, l'accès à des statistiques, c'est mais vraiment indispensable. On ne peut pas faire une veille si on ne sait pas quelle consommation en est faite. Parce que tout simplement, moi, si je vois que une veille sur telle thématique est beaucoup consultée, eh bien, je vais, déjà, ça va me stimuler, je pense que c'est motivant, mais surtout, je vais pouvoir me dire, mais je vais mettre davantage de moyens sur cette veille. Voilà, parce qu'en fait, je vais me dire, bon, bah, puisqu'il y a une vraie demande derrière, il y a un vrai besoin que je satisfais, eh bien, ça vaut le coup d'y mettre des moyens, en fait, de mettre en relation, finalement, la production, l'effort de production, avec le besoin en consommation. Mais par contre, si jamais je vois qu'il y a une veille qui n'est pas du tout utilisée, ben, là, je vais peut-être un peu lever le pied, en fait, hein, et me dire, bah, tiens, je m'en occuperai quand j'aurai un petit peu de temps. Vous voyez, ça permet vraiment d'être plus efficient, en fait, de manière générale. Alors, ceci étant dit, donc toute l'idée de ce que je vais vous montrer à présent, c'est comment on fait pour développer une plateforme web, qui soit consultée. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc,
de diffusion, plateforme web sur laquelle on aura des statistiques de consultation, et une plateforme web qui sera accessible sur smartphone et qui offrira un confort de lecture. Et puis aussi, il y a un point que j'ai failli oublier, c'est qu'en fait, contrairement à des newsletters reçus par mail, ce n'est pas cherchable des newsletters. Là, vous allez être sur une plateforme avec des articles qui sont cherchables, qui sont structurés, avec des champs, des titres, des dates. On pourra d'ailleurs, en aval de tout ça, quand on aura constitué un corpus de veille intéressant, on pourra procéder à de l'analyse textuelle avec des technologies de type text mining grâce à de l'intelligence artificielle qui nous permettra d'extraire automatiquement des entités nommées, des noms de concepts, de personnes, d'organisations, de lieux. On pourra les cartographier par occurrence et co-occurrence de façon à donner une sorte de data visualisation de ces contenus. On n'aurait jamais pu faire ça aussi proprement avec des newsletters envoyés par mail. Alors, j'ai beaucoup critiqué les newsletters. Cela étant, bien évidemment, on pourra, grâce à cette plateforme, continuer à envoyer des newsletters, mais pas comme étant la seule source de diffusion, comme étant le seul livrable. Ce sera un livrable complémentaire. Ce sera juste une sorte de produit d'appel pour envoyer vers cette plateforme. En gros, ce qu'on veut faire, en réalité, c'est comme si on faisait un Google News, mais un Google News qui correspond aux besoins d'information de notre organisation, quelle qu'elle soit, en fait. Ça peut même être une toute petite organisation, mais voilà. Et puis, ça peut être aussi un très beau produit, entre guillemets, pour je sais pas, pour un consultant, pour une micro-entreprise, pour une PME, que d'avoir ainsi une diffusion d'une veille grand public qui peut intéresser toute une communauté et fédérer, et donc donner de la visibilité à un site web, en fait, aussi institutionnel, tout simplement. Donc, on arrive donc à cette deuxième partie qui est WordPress. Alors, en faisant tout ça, je vais vous présenter comment fonctionne WordPress. Quelques mots quand même pour commencer. Pourquoi WordPress? Alors, WordPress, c'est un logiciel libre et WordPress, mais c'est de loin le plus répandu sur le web. Je crois que WordPress, c'est quasiment la moitié des sites web qui sont faits avec WordPress. Alors, c'est un gros avantage, en fait, c'est que sur WordPress, vous avez des milliers et des milliers de développeurs, des milliers et des milliers de plugins, c'est-à-dire des petites fonctionnalités que vous allez pouvoir ajouter. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on parle beaucoup de no-code. No-code, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, notamment sur le marché de l'emploi, parce qu'en fait, je crois que c'est aussi quelque chose qui intéresse en fait l'association. En fait, sur le marché de l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui va exploser. La recherche de personnes qui ne sont pas forcément des développeurs, parce que là, vous voyez, on ne va rien développer du tout, mais qui sont des personnes qui sont capables finalement de développer, mais sans code. On parle de no-code, et c'est vraiment quelque chose qui, dans les années à venir, va être de plus en plus demandé. Donc, je vous fais un petit tour sur WordPress. Vous allez voir, c'est quand même assez intuitif, mais préalablement, je vous montre comment est-ce qu'on a fait et comment est-ce que Benoît a fait en réalité pour acheter le nom de domaine, en fait, vous voyez, adebd.org. Et comment on a fait aussi pour l'installer. On ne le fait pas en live parce qu'il y a un numéro de carte bleue, parce qu'il y a un petit délai quand même avant, qui est de quelques heures. Mais vous voyez, ça aurait été un peu délicat de vous faire patienter aussi longtemps. Alors, je retourne du coup, parce que c'est là-dessus que j'ai fait les petites captures d'écran. Donc, vous voyez, je vous ai montré le sourcing. Là, vous retrouverez un petit peu tout ce que je vous ai dit, en fait, la curation, tout ça. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on a cherché déjà un nom de domaine qui soit libre, en fait. Alors après, il nous a montré les tarifs, les différents noms de domaine. C'est variable, les .com, les .fr, ils n'ont pas tous les mêmes tarifs. Oui, le nom de domaine, ce n'est pas forcément très, très cher. Oui, on en a pour… Ah mais si, là, on a pris le .org, c'est un des plus chers, mais oui, bon, ça reste quand même accessible à toutes les bourses. Là, tout ce qu'on vous montre, vous voyez, depuis le début, vous voyez qu'en fait, que quand même, on arrive à un coût qui est bien inférieur à 100 € en fait, tout compris. En fait, pour une plateforme de veille complète depuis la collecte des données jusqu'à la diffusion et en finissant par l'analyse. Donc, vous voyez, on reste sur des coûts assez modestes. Donc là, voilà, on a pris l'offre perso, c'était pas la peine de prendre au-delà. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, bon, c'est comme si vous commandiez sur Amazon. On a bien choisi qui nous installe le CMS WordPress. Alors, il peut installer OVH, parce qu'on a choisi OVH. Alors, pourquoi OVH aussi? Bon, pareil, il y en a d'autres.
OVH, c'est un peu un fleuron national. Voilà, c'est très, très simple. Moi, j'utilise beaucoup ce prestataire qui me semble voilà, plutôt de bonne qualité. Et bon, ils ont eu des petits déboires là, il n'y a pas très longtemps avec un petit incendie, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais bon, globalement, franchement, voilà, ça reste un fleuron national. Donc, il y a d'autres CMS qui sont proposés, Joomla, Drupal, voilà, qu'on n'a pas choisi, puisqu'on a choisi WordPress, un logiciel libre qui propose énormément de fonctionnalités. Voilà, donc vous voyez, hop, on a eu notre mail, etc., etc. Et puis après, bah voilà, on a validé le paiement. Et puis quelques minutes après avoir validé le paiement, et ben, on arrive, du coup, quelques minutes, peut-être qu'une demi-heure quand même, hein, on va arriver du coup sur notre nom de domaine qui est ici. Et je vais juste avoir à me connecter sur l'admin, c'est-à-dire en mettant, c'est valable sur tous les sites WordPress, hein. C'est toujours, mais vous recevez un email, hein, en fait, vous recevez un email avec ce lien qui vous dit, bon, bah voilà, votre WordPress c'est bien installé, merci pour votre commande, et voici votre login, votre mot de passe, et voici comment vous connecter, avec, vous voyez, WP comme WordPress, hein, -admin. Et donc, voilà où je suis. Voilà où on en est. Donc, la commande est faite. Ça s'est bien passé. Et là, on est sur un petit tableau de bord voilà, qui nous dit qu'effectivement, l'état de santé du site, il est bon. Heureusement, on vient de l'acheter. Il ne manquerait plus qu'il ne soit pas bon. Et voilà. Alors, je vous fais une petite visite avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va voir ici un petit onglet pour les articles. Les articles, on est vraiment dans l'esprit blog, en fait. À la base, avant d'être un CMS, c'est aussi un logiciel pour faire du blog, en fait, hein. Et donc, les articles, c'est vraiment, ils vont vraiment être datés. C'est-à-dire que vraiment, beaucoup plus que des pages web, qu'on va retrouver un petit peu plus bas, qui, elles, sont un peu plus intemporelles, sont plus destinées à créer voilà, des pages sur lesquelles on va mettre des explications par rapport au site web. Voilà, celles-là restent intemporelles, les pages, mais les articles, c'est vraiment, notamment pour ce qui nous concerne, en fait, ça va être tous ces contenus qu'on va récupérer via InnoReader, en fait, hein. Typiquement, ce sont des articles, en fait, hein. Alors que les pages, ça va être des endroits où on va pouvoir expliquer des choses, dire comment fonctionne notre réseau, parler de l'entreprise, faire un à propos. Vous voyez, ça va plutôt être des pages, c'est-à-dire pas du tout des choses issues de la veille et des choses beaucoup plus intemporelles. Après, vous avez ici les médias. Les médias, ça va être toutes les images, éventuelles vidéos. Moi, je n'utilise pas trop parce que je me dis autant utiliser voilà, des YouTube parce que voilà, ou Dailymotion, c'est plus adapté pour ça. Mais on va pouvoir comme ça se constituer une médiathèque d'images qu'on pourra utiliser en fait pour nos différents articles en fait, hein. Et puis ils vont se compléter automatiquement parce qu'on va récupérer les images. Après, vous avez un module de commentaires. Alors, je vous souhaite d'avoir à l'utiliser. Ça veut dire que votre veille aura atteint un certain seuil de culture collaborative. Je ne vous cache pas que, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est assez rare que des collègues commentent les contenus. C'est un peu dommage. Je pense que c'est quelque chose qui reste bien souvent à développer et je vous souhaite vraiment de réussir à développer ça. Parce que, par exemple, même des veilleurs entre eux puissent se dire « Ah, c'est génial ton contenu, je me suis permis de le repartager dans ma catégorie. » Et voilà, ça, c'est vraiment très bien. Il y a l'apparence, on va beaucoup l'utiliser au début parce que en fait, il existe une multitude de thèmes. En fait, les thèmes, c'est des sortes de chartes graphiques. En fait, c'est des feuilles de style CSS. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Il faut savoir qu'il y a toute une économie hein, autour de WordPress. Il y a tellement de choses gratuites qu'en fait, on va utiliser, nous, un thème gratuit, hein, en l'occurrence, hein. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir ajouter ce qu'ils appellent des widgets. Les widgets, en fait, c'est des sortes de petits blocs qui sont liés à des fonctionnalités qu'on va installer. Ces fonctionnalités, on appelle ça des plugins. Alors, je suis désolé, après, j'arrête avec le jargon, mais voilà, il y a les widgets qu'on pourrait appeler des petits blocs de fonctionnalités. Et puis, les plugins, par contre, ça, c'est vraiment des fonctionnalités qu'on ajoute, hein, vraiment. Après, vous avez les menus.
fait, les menus pour faire les menus déroulants, les catégories, les sous-catégories, tout ça. Vous avez l'arrière-plan, etc., etc. Ça, on ne les utilisera peut-être pas beaucoup. Après, vous avez les comptes, parce qu'on va pouvoir… Alors, pardon, j'ai zappé un truc. Il y a les extensions. Alors, les extensions, c'est les plugins. C'est la même chose. D'ailleurs, on pourrait parler en français. Hein. C'est vrai, on va parler d'extensions. Voilà. Donc, ces extensions, ce sont vraiment toutes ces fonctionnalités. Et là, il y en a énormément. Et là aussi, comme pour les thèmes qu'on a vus tout à l'heure, pour ces extensions, on va pouvoir récupérer sur une sorte de marketplace, mais des milliers et des milliers de fonctionnalités. Il y en existe plein tous les jours. Il y en a qui naissent, qui meurent. Après, je vous dirai un peu comment on choisit son plugin, parce que voilà, si on prend une extension qui est utilisée par 3 personnes dans le monde, elle n'a pas été mise à jour depuis 4 ans, c'est possible que lors d'une mise à jour de WordPress, elle ne fonctionne plus, en fait. Donc, il faut regarder un petit peu ça, le taux de satisfaction des internautes qui utilisent ces extensions, le nombre de fois que c'est utilisé dans le monde, la fraîcheur des mises à jour. On regardera tout ça plus en détail. Et puis après, vous avez les comptes. Donc là, on va pouvoir créer des logins, hein, tout simplement, d'accès à WordPress. Alors, ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi, je sais que j'en ai eu besoin parce que je suis dans un environnement un petit peu sécurisé. Donc, en fait, c'était vraiment nécessaire. Mais on peut aussi s'en passer. Hein, si on fait une veille qu'on laisse accessible à tout le monde, on n'en aura pas besoin. Là, vous avez quelques petits outils. On peut importer en masse, on peut regarder, on peut exporter aussi. Voilà, ça, c'est des petits outils pour faire des choses un peu en masse, en fait, hein, ou pour regarder la santé du site aussi. Et puis après, vous avez des réglages. On va pouvoir régler comment se forment les pages, le nombre d'articles qui s'affichent en lecture. On va pouvoir faire comme ça pas mal de petites choses. Voilà, je vous ai présenté comme ça assez globalement comment ça marchait. La première des choses, c'est qu'on va du coup installer un thème. Voilà, on va sur cet onglet thème. Alors, on voit qu'il nous a déjà installé un certain nombre de thèmes, hein, en fait, parce que je pense que par défaut, voilà, ils y sont. C'est des thèmes qui sont assez sympas. Alors, moi, je vais vous en proposer un autre qui est… alors, j'ai cherché… Alors, il y en a plein d'autres. Hein, c'est très, très… c'est très subjectif hein, quand on veut ajouter un thème. Moi, j'avoue, j'ai pris un thème qui me semblait être un peu proche d'un site de presse, en fait. Mais si ça se trouve, je referai ce choix. Vous voyez, j'en prendrai un tout autre. Mais vous voyez, ce thème, moi, je le trouve assez sympa. Bon, après, c'est très subjectif. C'est les goûts et les couleurs. Hein. En tout cas, j'ai choisi un truc gratuit. Donc, je l'installe. Voilà. Donc là, le thème est en train de s'installer. Donc là, il faut que vous imaginiez qu'en gros, il y a quelqu'un… Oui, bon, ça a été assez rapide, hein, parce qu'il est déjà installé. Vous voyez, il y a quelqu'un de très gentil. Donc, j'active aussi le thème. Hein, parce que vous voyez qu'il y en avait d'autres qui étaient installés. Là, il y a quelqu'un vraiment de très gentil qui a développé toute une feuille de style, vous voyez, avec du rouge, du noir, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez bien foutu. Et on va pouvoir, du coup, en bénéficier. Alors après, vous avez différents modèles économiques. Il y a des gens qui proposent un thème un peu minimaliste, et puis si on veut avoir un peu plus de fonctionnalités, il faut payer. Et puis, il y a des thèmes complètement payants. Vous-même, après, voilà, votre institution, par exemple, on peut imaginer ça aussi, hein, créer son propre thème, le verser dans cette marketplace des thèmes gratuitement ou en faisant payer. Voilà, tout est possible et il existe une vraie multitude de thèmes. Hein. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai aussi un site pour, voilà, pour des, je sais pas, pour des champignons. Voilà, j'ai des thèmes différents pour chaque truc. Hein. Moi, j'ai pas mal de sites web différents et à chaque fois, j'utilise un thème différent. Donc là, je vais aller du coup sur le site. Et voilà, on voit là pour le moment, bon, nécessairement, tout ça reste encore un petit peu vide. Voici un premier article. Et voici, bon, il nous a déjà mis ça c'est un widget en fait, hein, pour un petit moteur de recherche qui permettra de chercher à l'intérieur des articles. Voilà, par défaut, il nous a proposé un petit onglet avec des articles récents, des commentaires récents, des archives, des catégories. Tout ça est bien classique. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer peut-être quand même comment se présente un article.
voilà un article. Ah oui, ils nous ont d'ailleurs déjà mis un commentaire, c'est vrai que c'est rigolo. Donc, je peux modifier l'article. Vous voyez, je vais sur modifier l'article. Et puis, à tout moment, je pourrais créer un article, hein, par exemple, voilà. Ou une page. Vous vous rappelez, la page, c'est plus intemporel. C'est par exemple quelque chose qu'on voudrait afficher ici avec un lien vers une charte ou un à propos, par exemple, hein, typiquement. Donc, voilà. Donc là, si je fais modifier l'article, alors au début, il m'explique des trucs, hein. Il m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là, après, j'ai la main. Je pourrais mettre bienvenue, je sais pas, hein, sur notre plateforme de veille. Tac. Et alors après, ce qui est intéressant, alors ça fonctionne par bloc. Je vous le montre quand même si vous l'avez compris, les contenus, on ne va pas les saisir à la main, hein, puisque là, justement, on va éviter de faire du copier-coller comme on peut le faire dans des newsletters. On va envoyer les contenus depuis InnoReader. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, en fait, il y a un petit plus. Chaque petit plus correspond à des blocs. Le bloc habituel par défaut, c'est le paragraphe, mais je peux ajouter des images, je peux ajouter des titres, je peux ajouter pas mal de trucs, je peux ajouter du PDF. Vous voyez, il y a plein, en fait, il y a même un petit moteur, là, vous voyez, interne de trucs. Regardez tout ce qui est possible. On peut ajouter des tableaux. C'est vraiment fait pour faire du site web, hein. Donc, on peut ajouter du YouTube, on peut ajouter même des calendriers. Vous voyez, il y a énormément de choses. Je peux même ajouter du code, si je veux, du code HTML. C'est très, très puissant, en fait, hein. Vous voyez un petit peu le nombre de blocs disponibles et il y a des mises à jour perpétuelles. Donc là, on va dire ceci, je sais pas, ceci est notre premier. Bon, puis là, on raconte un petit baratin, hein, voilà. Voilà, je m'arrête là, par exemple. Et pour chaque, mais je reviendrai quand même, hein, parce que ça, je pense qu'il faudra quand même faire un peu de répétition. Sur chaque article, pour chacun, j'ai un bloc, un petit onglet bloc qu'on utilise peut-être au moins, en fait, ça ne se voit pas pour les tableaux peut-être, mais c'est surtout le bloc article, l'onglet article qu'on va utiliser. Donc là, je peux choisir si cette visibilité elle est publique, privée, protégée même par un mot de passe. Bon, je pense qu'on peut rester en public pour le moment. Je peux changer la date, hein, bien évidemment. Je peux même publier dans le futur si je mets une date future, hein, bien sûr. Je peux épingler, en fait, en haut du blog. Par exemple, si je veux mettre à la une quelque chose, puis ensuite, là, voilà, moi, mon nom, ça va être admin 5029. Bien évidemment, je pourrais le changer, hein. Et on pourra comme ça retrouver toutes les personnes. Vous vous rappelez, quand on avait vu tous les comptes, on pourra mettre comme ça voilà, tous les utilisateurs possibles. Là, il y aura des catégories. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir classer le site en faisant des menus, en faisant aussi des catégories. Il a des étiquettes qui correspondent à des mots-clés, en fait. Et là, ça, c'est assez pratique. On va pouvoir mettre une image en avant. Alors, cette image, je vais pouvoir la récupérer dans une médiathèque, mais qui, pour le moment, est vide. Et je vais pouvoir téléverser des fichiers images, en fait, hein. Voilà. Mais bon, là, comme on est en tout début, forcément, c'est vide. Alors là, si je fais mettre à jour, alors je peux aussi enregistrer le brouillon, tout ça, voilà, mettre à jour, hop, voilà. Donc là, l'article est publié. Si je reviens à la racine du site, on voit bien l'article que je viens de créer. Bon, ça, c'était vraiment pour vous montrer très, très succinctement comment fonctionne ce site. Ce que je vais quand même créer, peut-être, je me dis, tant qu'on est là, en sachant qu'il reste un quart d'heure, et que j'espère que du coup, ce n'est pas trop intense quand même, un truc quand même qui est très important à créer, ce sont les catégories. En fait, vous voyez, alors, dans la taxonomie, il faut bien distinguer deux choses. Il y a vraiment une classification. Alors nous, documentalistes, ça nous parle. Il y a vraiment une classification avec un peu comme dans un thésaurus, en fait, des termes génériques, des termes spécifiques. Enfin, voilà, c'est vraiment des catégories qui vont correspondre à ce qu'on va faire dans les menus. Donc là, tout de suite, je vais créer un truc, hein. Je vais tout de suite dans les catégories et je vais dire, je veux créer. Alors, on simule, hein, on simule un truc. On pourrait mettre un truc, je ne sais pas. Bon, je vais faire un truc un peu bidon, hein. Voilà, je fais un truc, je l'appelle veille juridique. Alors, je peux même mettre un petit mot qui s'affichera. Ceci est une veille automatisée, par exemple. J'ajoute. Paf. Voilà, on voit arriver veille juridique qui est ici, vous voyez. Ensuite, je vais en rajouter un autre. Je vais faire une veille
je ne sais pas, je vais faire une veille commerciale. Voilà, et là, je pourrais mettre ceci est une veille issue d'une curation par des veilleurs. C'est pas très joli ma formulation. Hein. Bon, vous me pardonnerez. Voilà. Voilà, je mets un petit truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait une veille automatisée, on a fait une veille avec une curation, et puis on pourrait même mettre un truc, veille métier, par exemple, je ne sais rien. Hein. On va faire une veille métier. Ou non, on va faire renseignement humain, tiens, ça sera rigolo. Pour vous montrer que c'est possible aussi. Parce que bien évidemment, voilà. Et là, on pourrait mettre ces contenus originaux sont issus du travail. Tac, tac, tac. Hein. Hop, on ne va pas aller plus loin. Voilà. On a créé juste 3 catégories. Alors, dans chacune de ces catégories, tiens, on va le faire d'ailleurs. Dans renseignement humain, par exemple. Dans renseignement humain, je vais, par exemple, dire les salons, par exemple. Salon. La catégorie parente, c'est renseignement humain. Enfin, je déplace ce petit truc. Tac. Voilà. La catégorie parente, voilà, c'est les salons. Donc, vous voyez, ça se met en dessous. Hein. Il y a un petit truc qui dit que ça se décale, vous voyez. Toujours dans renseignement humain, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que les salons? Il pourrait y avoir les missions. Parce que bon, le numérique, c'est sympa, mais l'humain, c'est sympa aussi. Etc., etc. Vous voyez, on a commencé un petit peu à structurer une classification. Bien évidemment, j'aurais pu faire la même chose dans les autres. Hein. Vous voyez un truc qui s'appelle étiquette. Là, on est plus dans du tag. On est dans du langage naturel, libre, voilà. Qu'on ne va pas utiliser immédiatement. En tout cas, je vous le montrerai plus tard. Maintenant, ce qu'on va quand même commencer à modeler, c'est le menu. Parce que cette classification, elle est intellectuelle. Je pourrais très bien créer une classification énorme et n'afficher que 10 catégories sur le site web seulement. Où là, par exemple, là, vous voyez, là, j'ai 3 catégories mères, on va dire. Je pourrais très bien n'en afficher que 2. Donc, pour afficher ces catégories, c'est quand même complètement dissocié, cet affichage. Là, il y a une différence entre le contenu intellectuel, tel qu'on le voit ici, et l'affichage. L'affichage, on va aller dans Apparence et dans les menus. Et dans ces menus, on va voir, alors on peut afficher des pages, on peut afficher tout ce qu'on veut, mais là, tout simplement, alors ça, au début, vous voyez, il m'a mis une page d'accueil, et puis, une page d'exemple que je vais retirer. En fait, c'est une page qui est déjà faite par défaut, je la retire. Mais là, je vais pouvoir lui dire, voilà, de m'afficher ces catégories. Alors, je peux tout voir là, parce que vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Il y a aussi un petit moteur de recherche pour les chercher. Mais bon, moi, je vais tout afficher. Mais si j'avais eu, par exemple, une classification avec une soixantaine de catégories, c'est tout à fait possible de se dire, bah, tiens, je fais une sélection de celles que j'affiche sur le site. Hein. Donc, je les ajoute au menu. Alors, je les ajoute au menu. Je vais même décaler un petit peu, vous voyez, pour respecter. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de complètement décorrélé hein, entre la classification intellectuelle et visuelle. Donc, je crée le menu. Voilà. Et à partir de là, alors, oui, en fait, à partir de là, ce n'est pas le bon menu qui s'est affiché, en fait. Donc, je reviens là-dessus et je pense que c'était... attendez, c'était pas le menu 1, vous voyez, c'était la page d'exemple qui est restée de tout à l'heure. Attendez, réorganiser. Alors, est-ce qu'il y a un autre menu que celui-là? Non. Bon, alors là, il faudra que je regarde pourquoi. Ah oui, si, voilà. Ah ouais, c'est ça que j'avais oublié de faire. Ah, vous voyez, je m'en rappelais pas. En fait, c'est un truc que je fais pas tous les jours. Et comme c'est un truc que je fais pas tous les jours, eh ben, j'oublie quelques petites subtilités. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait? Attendez, je vous le remontre, hein, du coup. C'est vrai qu'en fait, j'ai dû faire ça peut-être que sur 5 ou 6 sites seulement. Donc, vous voyez, on a choisi ça et on a choisi, il fallait rechoisir le menu. Effectivement, du coup, je me disais, mais tiens, mais pourquoi est-ce que ça apparaît pas? Et donc là, je clique bien sur publier. Ouf, petit moment de stress, mais tout va bien. Alors, je reviens à la racine du truc, du site. Et vous voyez, on voit bien notre classification qui est un peu basique, mais qui est ici. Et maintenant,
parce qu'après, on ira beaucoup plus dans le détail hein, à la prochaine session et on reverra un petit peu quand même ce que je vous ai montré. Hein. Mais je vais vous montrer un plugin, comment on installe un plugin, et je vais vous montrer le plugin qui est au cœur du réacteur. Et c'est ce plugin qui permet vraiment d'envoyer automatiquement des contenus depuis InnoReader vers WordPress. Quand vous aurez vu ça, vous aurez vu l'essentiel. Le reste, ce sera après de l'ajout de petites fonctionnalités, de petits plugins et de petits widgets de zones. Ce sera vraiment de la mise en forme, mais je vais vous montrer maintenant le cœur du réacteur. Je vous l'avais montré ici, vous vous rappelez, c'était ça le cœur du réacteur, hein, envoyé vers WordPress, vous vous rappelez? Donc, on va installer un plugin. Alors, je déroule un petit peu mon truc. Là, on vient d'installer le thème graphique. Hein. Ça, c'est fait. Maintenant, j'installe le plugin qui s'appelle Fitzy. Alors, il en existe d'autres, hein, des plugins qui font du RSS, mais Fitzy est plutôt satisfaisant, en fait. Et puis, la prochaine fois, je vous montrerai en fait les petites fonctionnalités, puis je récapitulerai un peu, parce qu'en fait, quand même, ça ne sera pas du luxe, je pense. Alors, voyons voir, je retourne sur mon tableau de bord. Dans mon tableau de bord, je vais installer donc une nouvelle fonctionnalité qui est le cœur du réacteur. Donc, ils appellent ça des extensions. Parfois, vous verrez marqué plugin aussi. Donc là, je vais ajouter un plugin. Vous voyez, alors des plugins, il y en a plein. Il y a des trucs anti-spam, il y a des trucs très sympas. Donc, je recherche celui qui s'appelle Fitzy. Et le voilà. Je l'installe. Alors, vous voyez, pour installer, c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. C'est vrai que c'est tout bête hein, quand on y pense. Hein. On bénéficie de toutes les fonctionnalités qui sont données par des milliers et des milliers de développeurs sur le web. J'installe. Vous voyez, là, on voit que les gens sont très satisfaits. Il est installé plus de 50 000 fois et il y a 292 étoiles et c'est plutôt positif. Donc, je l'active, un petit peu comme j'ai fait, vous vous rappelez, avec le thème. Il est activé. Et alors, maintenant que je suis là, regardez bien, je vais dans cet endroit-là, Import Post, c'est-à-dire on va importer les contenus automatiquement et c'est là où ça va être automatique. Alors, regardez bien. Attention, c'est là le clou du spectacle, ça tombe bien parce que c'est la fin, parce que sinon vous allez fatiguer. Donc, je prends mon flux RSS, vous vous rappelez, c'est le tuyau qui envoie tout ce que je vais, tous les contenus, tous les articles pour lesquels je mets le contenu. J'en reprends un, tiens. Vous voyez, entre-temps, il y en a plein qui sont arrivés. Voilà, le Royaume-Uni, celui-là, je veux l'envoyer vers WordPress. Tac. Donc ça, derrière ce mot-clé, il y a tous les contenus que j'ai tagués. Donc, vous vous rappelez, donc là, j'en remets un autre. Le remaniement, quel est le bilan d'Elisabeth Borne? J'envoie vers WordPress. OK? Donc, tous ces contenus se retrouvent derrière ce mot-clé. Envoyé vers WordPress. Vous voyez, ils sont tous là. Ce contenu-là, tout ce qui se retrouve sous ce mot-clé-là, j'obtiens son flux RSS. Son flux RSS, il est là. Je le copie-colle, comme n'importe quel flux RSS. Attention, je l'ai dans le presse-papier, là, il est en mémoire de l'ordinateur. Maintenant, je vais faire nouvel import. Et je vais lui donner un petit nom. Tous les contenus de InnoReader. Sachant qu'on pourrait très bien leur mettre des mots-clés de façon à ce qu'ils aillent au bon endroit en plus. Hein. Donc, je copie-colle ce truc-là. Et je vais lui dire que tout ce qui va venir dans ces contenus-là, je vais lui dire de prendre les 10 derniers. C'est très bien, 10, je n'ai pas besoin de changer. Je vais lui dire d'en faire des articles, de les mettre dans, je ne sais pas, on aurait pu mettre aucune catégorie, on aurait pu mettre en non classé. Mais imaginons, par exemple, qu'il s'agisse, je fais vraiment n'importe quoi, que ce soit de la veille juridique, je peux tout lui dire là, je peux tout paramétrer. Donc, je vais lui dire que tous les contenus qu'il va trouver dans ce flux RSS, il va les taguer, enfin, il va les classer plutôt, hein, pas les taguer, pardon, il va les classer dans la veille juridique au statut publié, mais j'aurais pu lui dire de les mettre en brouillon. Ce qui fait que, par exemple, je peux très bien imaginer, si je veux prendre un peu plus de sécurité que de publier directement des contenus bruts, je peux lui dire de les envoyer en brouillon, puis après, moi, les brouillons, je vais les retravailler, je vais les analyser, vous voyez, d'où l'idée d'une veille qui peut être soit automatique, soit semi-automatique. Mais là, on va lui mettre en publié. Ensuite, alors,
Ah oui, alors là, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, il fallait mettre date. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous le proposent pas d'office. Moi, j'aime bien récupérer la vraie date. Et puis, alors, je crois que ça doit être URL. Bon, si ça ne marche pas, il me le dira. Mais il me semble que c'est URL. Voilà, on va mettre aussi l'URL. Ah oui, puis ça, je crois qu'il doit y avoir… Ou quoi, je ne sais pas si on peut mettre l'image. Mais je ne me rappelle plus. Je ne suis pas sûr de mon coup, là. Là, j'avoue, je travaille un peu de mémoire. Voilà, donc j'enregistre et j'active. Voilà. Voilà notre truc. Maintenant, je vais lui dire, bah, vas-y, je vais le lancer. Alors après, il se lancera tout seul, hein, je n'aurai pas besoin d'activer. Il se lancera toutes les 10 minutes. Voilà. Voilà, il me dit succès. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Si je retourne sur mon site, et ben voilà, les contenus sont là. Alors, dans certains cas, vous voyez, il y a des images, dans d'autres, il n'y en a pas. Parce que dans certains cas, l'éditeur met dans son flux RSS l'image. Donc, vous voyez, les contenus sont arrivés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et du coup, j'en arrête là, parce qu'en fait, après, je pense que ça va être un peu indigeste. En gros, ce que ça veut dire, c'est que désormais, on va améliorer le truc. Hein. Là, on est vraiment sur on a fait le truc brut de décoffrage, mais on a fini quasiment. Hein. On a fait, là, on a mis les roues, on a mis le volant, il n'y a pas la clim, il n'y a pas la direction assistée. Hein. Là, on a fait le truc brut de décoffrage. Mais d'ores et déjà, à partir d'ici, quand je suis dans mon piège à contenu, dans mon outil de veille, dès que je vois remonter des articles qui me semblent intéressants, tiens, j'arrête pas. Hein. Bon, mais, il n'est pas vraiment intéressant celui-là. Mais dès que je fais ça, envoyer vers WordPress, je reviens, allez, 15 minutes, 10-15 minutes plus tard, le truc, il est en ligne. Et bien évidemment, ces articles, j'ai la main. Si je clique dessus, il se présente comme ça, parce que là, l'éditeur nous laisse voir que ça, en fait. Hein. Si l'éditeur, certains éditeurs vont nous… Alors là, je ne sais plus qui c'est comme éditeur, c'est actu.fr, mais actu.fr nous laisse voir que la première ligne, il nous laisse voir l'image, ce qui est quand même sympa de sa part, mais d'autres éditeurs nous laisseront tout voir. On est complètement tributaire quand même du… voilà. Et alors, tout ce temps qu'on gagne, et j'en finis là-dessus, hein, mais tout ce temps qu'on gagne, en fait, avec l'automatisation de la surveillance, avec l'automatisation de la publication, de manière quand même beaucoup plus moderne, eh ben, je vais pouvoir l'utiliser, ce temps gagné, pour faire de l'analyse. Parce que l'intelligence artificielle va remplacer les veilleurs dans les années à venir, sur leur fonction de curation. Il ne faut pas se le cacher, on arrive à un taux avec du machine learning, on arrive à un taux de fiabilité, comment dire, de précision. Une fois qu'on apprend à une intelligence artificielle sur 2 corpus en lui disant voici le corpus des contenus que le veilleur a validé. Et voici le contenu des contenus que le veilleur n'a pas choisi. Après, sur tout nouveau contenu, l'intelligence artificielle peut facilement dire bon, là, je pense qu'à 98%, c'est un contenu que le veilleur aurait validé. Vous voyez? Et ça, par contre, non, ça, c'est un contenu, je pense, que par calcul de similarité sémantique, le veilleur ne l'aurait pas validé. Donc, en gros, notre activité de curation, de surveillance, vous voyez, là, déjà, on peut automatiser certaines choses. Par exemple, Elizabeth Bourne dans Google, je peux partir en vacances, si ça apparaît sur Google News, ça se publie tout seul. Il n'y en a pas besoin de moi, en fait. Vous voyez, par contre, il y a des contenus où là, il va y avoir un vrai travail de curation. Mais ce travail lui-même, un jour, il sera certainement remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, ce que je veux dire pour finir, c'est que ça peut être très utile d'aller, grâce à cette automatisation, tout ce temps qu'on a gagné, toute cette performance, c'est de l'utiliser pour faire de l'analyse. Dire là, l'article, eh ben, je vais le lire, en fait. Je vais lire cet article. Vous voyez, je vais aller le voir. J'accède à l'article. Je le lis et, vous voyez, alors imaginons je l'ai lu là. Ah putain, je me dis ça, c'est génial ce truc. Il n'y a que ça qui est intéressant dans l'article. D'accord? Eh bien, je me dis, il n'y a que ça qui est intéressant dans l'article. Mon rôle en tant que veilleur, c'est pas d'envoyer des milliers de contenus que j'ai même pas lus moi-même, en fait, et qui emmerdent tout le monde, en fait, disons-le. Mon vrai boulot, c'est d'extraire ce qui est intéressant. Donc là, tiens, mais il y a le bloc citation, il y est déjà. Vous voyez? Le bloc citation, je me dis, tiens, c'est ça qui est intéressant. Je vais bien mettre des guillemets. Je ne sais plus quel est l'auteur, mais c'est Madame Machin. Voilà. Eh ben,
Et puis après, je mets le lien, bien sûr. Voilà. Vous voyez, en fait, je le laisse. D'ailleurs, le lien, il était déjà, j'aurais pas dû l'enlever. Mais vous voyez, en fait, à partir de là, je mets à jour. Et là j'ai fait un boulot d'analyse, en fait, un boulot vraiment intellectuel et qui est très intéressant. En fait, et du coup, je fais vraiment gagner du temps à mes usagers en n'envoyant pas des contenus que je n'ai pas lus et en les analysant et en extrayant parfois une citation. Voilà, donc j'en arrête là. Mais tout ça pour vous dire que, vous voyez, là, en 1 heure et demie, et en parlant un peu quand même, on a déjà un dispositif de veille qui n'a rien à envier à des dispositifs de veille avec des outils professionnels qui coûtent beaucoup plus cher. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Merci à Mathieu. Ce fut très dense. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui seraient posées? Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais est-ce que ça serait le moment de les poser? Il est quasiment 20h30, mais je pense qu'on peut s'accorder un petit supplément pour répondre à certaines questions qui pourraient venir par le chat. N'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous semblent obscures. Ah, s'il y a quelqu'un qui dit, pouvez-vous rappeler où se trouve l'atlas des flux dans InnoReader? Alors, l'atlas des flux, en fait, c'est une source séparée en fait, de InnoReader. Et si je fais nouvel onglet, voilà, hop, voilà, vous tapez dans Google Atlas flux RSS. J'ai fait RXX, mais il va comprendre. Voilà, c'est lui, c'est le premier. Hein. C'est le premier. Il est là, en fait, cet Atlas des flux RSS. Il n'est pas dans InnoReader. Hein. C'est une source séparée, en fait. Hein. Il n'a rien à voir quelque part avec InnoReader. Mais il va vous aider à trouver individuellement des sources. Et puis, moi, je trouve son grand avantage, c'est que, par exemple, je sais pas, voilà, je cherche tous les partis politiques, j'enregistre le lien de la cible sous, je le mets là. Attendez, je pousse mon petit truc. Hop, j'enregistre. Ensuite, cette fois, je vais dans InnoReader. Je vais dans... Ah, c'est vrai qu'il faut que je déplace tous les petits trucs. Je vais dans Préférences, Import et dossier. Alors, attendez, je pousse un petit peu ça. Voilà, je vais faire un nouveau dossier et je vais... je ne sais plus, c'était les partis politiques hein, que j'avais pris, hein, c'est ça? Bon, c'est un peu d'actualité. Hein. Tac. J'importe. Importateur, c'est joli ça. Voilà. L'import est terminé. Et vous voyez, du coup, je viens de rajouter ici plein de sources qui sont relatives à tout ce qui est parti politique. Vous voyez, on voit des... C'est marrant ce qu'il y avait. D'accord. Ah si, il y a de tout. Ouais. J'avais peur qu'il y ait une... Non, non, il y a un petit peu de tout. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, en quelques clics, comme ça, j'ai récupéré énormément de contenu. Et donc, après, dans InnoReader, il se retrouve dans ces sources à filtrer. D'ailleurs, je pourrais le renommer, le dossier, et dire parti politique à filtrer, quoi. Pour bien comprendre que, voilà, que c'est une source à filtrer, que je ne vais pas dire je vais la faire glisser, déposer, pour bien la mettre derrière. Hein, pour bien savoir que ce n'est pas du tout des sources que je vais surveiller intégralement, en fait. Hein. Tiens, ah oui, il ne veut pas. Ah oui, c'est l'ordre alphabétique, peut-être. Donc voilà, alors, attendez, je vois qu'il y a une autre question. Oui, voici le lien, oui, d'ailleurs. Ouais, dans le chat. Mais il est très bien référencé, hein, donc si vous tapez Atlas flux RSS, vous tombez dessus assez facilement. D'autres questions? Pas d'autres questions. Bon, il y a encore largement le temps d'y penser. Vous avez une semaine pour y penser et éventuellement les poser la semaine prochaine. Bien sûr, il peut y avoir la semaine prochaine des questions posées sur ce que l'on a vu, puisque de toute façon, Mathieu fera un petit récapitulatif Oui. de ce qu'on a vu. C'est quand même assez dense. Voilà.
Mais c'est vrai que je préfère que vous ayez une vue un peu globale en fait, de l'ensemble du dispositif, quitte à ce qu'on fasse quelque chose dans un premier temps d'assez minimaliste. Parce que c'est vrai que du coup, après, je pense que si on sépare trop les deux étapes, après, on ne comprend plus où est-ce qu'on veut en venir. Mais du coup, là, comme ça, on a vraiment un dispositif de veille un peu minimaliste et puis une plateforme de diffusion aussi un petit peu minimaliste. Mais on a déjà fait la jonction entre les deux. Et du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire la prochaine fois, ça sera vraiment d'affiner le lien, d'ajouter des fonctionnalités et de voir comment est-ce que ça fonctionne vraiment quand on est en mode… on a fini le paramétrage et on est vraiment en mode de travail, en fait. Parce que vous pourrez voir qu'on aura des veilles qui fonctionneront de manière totalement automatique, d'autres pour lesquelles ce sera un peu semi-automatique, et puis après, on pourra mettre des contenus complètement originaux. On pourra même proposer à nos usagers de mettre des contenus. C'est-à-dire qu'on pourra complètement changer le paradigme en étant vers quelque chose qui n'est pas uniquement top-down. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur de la veille pourra à son tour partager de l'information avec ses collègues. C'est tout le sens d'une veille vraiment collaborative, en fait. Il y a beaucoup de choses culturelles derrière, il n'y a pas que de la technique. La technique permet un fonctionnement avec une culture différente de travail. Ah, je vois qu'il y a un message peut-être. Alors, ouais, bon, ok, merci. Ouais. Parfait. Merci à vous. C'est toujours très agréable. Bien, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier d'avoir assisté à ce magistère. On va remercier Mathieu Andrew d'avoir fait cette première présentation très claire. Donc, en principe, on se retrouve mardi prochain à la même heure pour avoir à la fois une reprise, un résumé, puis on va un peu affiner, améliorer le site web. Enfin, comment je veux dire, le programme était indiqué sur le site web. Je ne sais plus s'il avait été envoyé aussi sur Twitter. Mais en gros, on va, voilà, exactement ce qu'a dit Mathieu, c'est qu'on a vu le principe général, et la semaine prochaine, on reviendra un petit peu et on affinera pour avoir quelque chose de plus fini, de plus achevé, et qui vous permettra d'éventuellement, si besoin est, de faire rapidement une mise en place de cette plateforme. Voilà. Bien, bah écoutez. Alors, juste peut-être une précision. Le lien que vous avez aujourd'hui, c'est le même pour la semaine prochaine. Donc, gardez-le bien. Vous pourrez le réutiliser sans souci la semaine prochaine. Voilà. En principe, on ne vous renverra pas un mail la semaine prochaine avec le lien. Ce sera le mail que Florence vous a envoyé qui sera réutilisable. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée et à très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.